J-5 avant le premier tour d'élections législatives qui s'annonce historique. Sonné par le résultat des européennes, Emmanuel Macron, le président de la République, a dissous l'Assemblée nationale et lancé une campagne éclair. En Charente, 3 circonscriptions, 20 candidats, 6 sur la première et la troisième circonscription, 8 sur la deuxième et 3 députés à élire. Pour décrypter les enjeux de ce scrutin qui s'annonce inédit et qui pourrait mener l'extrême droite aux portes de Matignon et du gouvernement, nous accueillons Nicole Bonnefoy, sénatrice PS de la Charente, conseillère départementale, François Bonneau, sénateur de droite, apparenté au groupe de l'Union centriste, mais toujours proche des LR de Charente, et Jérôme Sourisseau, président de Grand Cognac, membre du MoDem, soutien ces dernières années de la majorité présidentielle. Je précise que Jérôme Sourisseau et François Bonneau, vous faites partie de la même équipe au département, dans l'opposition, et que Nicole siège dans cette même instance, mais dans la majorité. Merci à vous d'être venus et d'avoir répondu à votre invitation. Bonjour à tous. D'abord un premier chiffre et une première question sur la déferlante RN ce dimanche 9 juin en Charente comme partout en France. Le chiffre 354. 354 communes charentaises sur 362 ont mis la liste Bardella en tête le 9 juin. Sur les deuxième et troisième circonscriptions, d'où vous êtes tous des élus, l'addition des voix d'extrême droite, avec Reconquête, atteint les 49%. Ils vous disent quoi, vos électeurs, sur vos territoires, les électeurs RN? Peut-être Nicole Bonnefoy, un premier élément de réponse. Alors nous, on a déjà sur la troisième circonscription, comme ça vient d'être dit, une députée RN qui est sortante, qui a été élue la dernière fois, du fait d'une division de la gauche, il faut le dire. Et donc, ceci dit, la montée du Rassemblement national, y compris dans mon canton, je me souviens, sur mon canton, je suis élu depuis 2008 dans ce département, c'est sur ce canton, je me souviens de communes déjà qui plaçaient le Front national à un niveau très élevé. Donc en fait, il y a une progression d'année en année et un vote que je qualifierais de décomplexé pour le Rassemblement national qui est quasiment devenu ou presque un parti comme les autres. Le score, ça dépasse largement les divisions de la gauche. Aujourd'hui, quand on voit ces scores-là, oui. c'est même un vote d'adhésion. Un vote aussi d'adhésion. Est-ce que vous voyez un point commun à ce vote RN qui atteint toutes les classes d'âge et toutes les catégories sociales maintenant? Alors il y a de la souffrance bien évidemment, ça c'est clair, hein, donc de difficultés pour nombre de personnes, surtout les personnes les plus modestes, hein, les difficultés, j'allais dire, de pouvoir vivre dignement, il y a des problèmes de mobilité, difficultés, le coût des énergies, le coût de l'essence. Il y a beaucoup de familles monoparentales et donc les difficultés sociales majeures et c'est souvent des femmes seules avec des enfants. Et puis il y a des votes d'adhésion, il faut se le dire, y compris chez les retraités ou chez les cadres, de votes d'adhésion. On a rendu le RN acceptable. On voyait d'ailleurs il y a quelques années des manifestations importantes contre le Rassemblement national. Et là, vous voyez, malgré le score du Rassemblement national, est-ce qu'il y a eu beaucoup de manifestations, ici ou ailleurs, pour dénoncer ce vote raciste? Parce que c'est aussi, enfin pas pour tous les On n'en parle électeurs. quasiment plus de ce côté identitaire qui, voilà, pourtant, ça. selon les sociologues, est le ciment et le point commun. Mais bien sûr. Donc on a changé, c'est plus Jean-Marie Le Pen, c'est plus Marine Le Pen, c'est Jordan Bardella, avec un vocabulaire approprié, une communication différente, mais ça ne cache bien évidemment pas ce qu'est le RN. Jérôme Sourisseau, vous êtes maire d'une petite commune qui pourrait être qualifiée un peu de laboratoire, vous connaissez tout le monde, vous connaissez les électeurs, vous connaissez tous les habitants, vous êtes là depuis 2008 de mémoire. C'est la première fois, le premier scrutin où le Rassemblement national arrive en tête dans votre commune. Vous le sentiez monter? Vous avez été surpris le 9 juin au soir? Alors, surpris, pas totalement, parce que les enquêtes d'opinion, quand même, nous donnent des indicateurs. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à croire, dans nos petites communes, où on connaît tout le monde, que le vote va être plus modéré. Et ça a souvent été le cas, d'ailleurs, par le passé. Bon, là, c'est d'abord un sentiment de sidération, parce qu'on n'a pas envie d'y croire. Et puis, malheureusement, le constat s'impose à nous. Comme disait Nicole, je crois, bon, il y a beaucoup de souffrance sociale, beaucoup de difficultés. Ça s'inscrit aussi dans une montée historique qui ne s'est jamais quasiment stoppée, à part un ou deux accidents, mais depuis 1997, le Rassemblement national, le Front national plus le Rassemblement national ont toujours été en croissance, et on arrive aujourd'hui à un taux où effectivement, d'abord la stratégie du parti de se polisser, de devenir un parti comme les autres, dans un monde de plus en plus violent, par les réseaux sociaux, par les images, on parle peu de choses qui sont positives, et il y en a quand même un petit peu. Donc c'est vrai il y a un rejet, une inquiétude, et finalement ça devient le vote presque normal d'une partie de la population. Est-ce que vous administrez, vous prévenez, il vous le disait,
disiez qu'ils allaient voter RN alors que vous les connaissiez. Non. Pas à ce Non. point-là, parce que je passe souvent le matin prendre le café dans le petit troquet de la commune, pour ainsi dire, tous les matins. Et souvent, il y a la conversation, parce que d'ailleurs, à la télé, il y a CNews ou BFM en continu, donc ça baigne. Mais non, il y a quand même une petite pudeur à le dire en local, pas totalement assumé. Mais force est de constater qu'il y avait un certain nombre de monde dans le bureau de vote au moment du dépouillement qui n'ont pas été surpris, pas alertés. Et les personnes un peu choquées, comme le maire d'ailleurs, un peu attristé, finalement étaient peu nombreux. Donc voilà, il y a un vote d'adhésion qui interroge et qui inquiète. Par contre, on voit là que les personnes, enfin un certain nombre en tout cas, sont complètement désinhibées. Hein. Depuis que le vote du RN est celui qu'il est, on voit monter une violence verbale. Oui, bien sûr. Bon, on l'a vu, des croix gammées, des dégâts, des violences sur les personnes, que ce soit ici ou ailleurs. Donc on voit que ce vote massif du Rassemblement national crée cette violence-là et donc elle est inquiétante. Vous indiquiez, Jérôme Souissou, tout à l'heure, que depuis 1997, c'était une montée continue. Il y a quand même une parenthèse. Oui. 2007-2012, quand la droite a été forte, oui. il y a eu un candidat qui savait séduire ou convaincre. Le Rassemblement national ou le Front national avant n'a pas existé. Je pense au présidentiel de 2007, au présidentiel de 2012. Tous les deux avec François, vous avez toujours été engagés à droite. Vous vous sentez, alors, soit individuellement, soit les dirigeants des partis de droite, vous les tenez responsables aussi de cette montée et de l'implosion d'une droite qui n'existe presque plus, quoi, et du coup favoriser l'extrême. Oui, en fait c'est assez mécanique. Hein. Quand le bloc central se rétrécit, les extrêmes montent, on le voit clairement. Après, moi, effectivement, pour parler sur mon territoire, notamment à Rouillac, qui est une commune où il y a effectivement beaucoup de personnes modestes, beaucoup de logements sociaux, on a ce sentiment, quand on parle avec les personnes ils ont l'impression d'être abandonnés, ils ont l'impression qu'au niveau des services publics, au niveau de l'école, au niveau de la médecine, et quand vous leur en parlez, c'est pas nécessairement, ils le disent, hein, parce que moi je parle aussi avec des personnes qui se sont rapprochées du RN, qui sont plutôt issues de la gauche, et donc pas seulement de la droite qui aurait basculé vers l'extrême droite. Et le vote d'adhésion, moi je le sens pas si important que ça, même si il y a une espèce de peut-être fascination de certains jeunes à l'égard de Jordan Bardella par rapport à sa communication et tout ce qu'il fait. Mais c'est plutôt ce sentiment de ras-le-bol, d'exclusion qui s'exprime là. Le service public, la santé, pour vous, vous avez évoqué tout à l'heure, c'est un vrai sujet qui nourrit la mobilisation. Oui, bien sûr. Et malheureusement, c'est contre-intuitif. Par exemple, dans ma commune, Rouillac, on a un espace France Service qui rend des services extraordinaires, mieux que le faisaient les services de l'État. Il n'empêche que ce sentiment a progressé. Effectivement, Rouillac a connu une montée du RN déjà aux dernières élections, et là, ça n'a fait que s'amplifier. Ce que je crois aussi, c'est que, excuse-moi Nicole, c'est que finalement, les sources d'information, pour beaucoup de nos concitoyens, se sont énormément réduites. Il n'y a plus beaucoup de lecture de la presse écrite. Ça se résume aux chaînes d'infos continues, les réseaux sociaux, et on sait toutes les manipulations qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que la nécessité de prendre un peu de recul du citoyen, d'essayer de se faire son propre opinion, est de plus en plus annihilée face à des informations déferlantes qui lui sont ingurgités. Et même s'il résiste, au bout d'un moment, la digue lâche un petit peu. Et ce qui fait qu'on sent une inquiétude, par exemple, sur les migrations, des choses comme ça, dans une commune comme Bourg-Charentes, très honnêtement. C'est quand même pas le quotidien, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et pour autant, il y a une vraie inquiétude et légitime de ce sentiment-là. Et ça, c'est bien que c'est reçu par un ensemble de médias qui le traitent d'une façon particulière. Je pense que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense que les électeurs sont parfaitement capables de voter pour nous, par exemple, qu'ils connaissent sur le terrain, au quotidien, et qui sont par ailleurs sur une élection européenne, par exemple, sur une élection nationale, capables de voter le Rassemblement national, et c'est ce qui se passe là. Il y a des différentes sortes de votes. Mais si on revient aux élections européennes, je pense qu'on a nationalisé le vote des élections européennes. Le président de la République, et c'est dommage que ces élections européennes, au regard des enjeux qu'est l'Europe, des enjeux majeurs, on en a fait et c'est le président de la République lui-même, alors peut-être par tactique, et ça se retourne contre lui aujourd'hui, ou alors il avait, je ne sais pas, peut-être encore plus machiavélique, programmé, en disant je serai le seul rempart contre le Rassemblement national, et donc il a nationalisé le vote des européennes. D'ailleurs on l'a vu avec le débat, Gabriel Attal et Jordan Bardella, et en laissant de côté toutes les autres oppositions, et évidemment cette nationalisation
l'organisation du débat a fait qu'aujourd'hui, ça se retourne contre lui. Pour faire pédagogie, je prends le territoire d'Angoulême et du Sud-Charente. Qui a fait campagne pour les européennes sur le terrain? Non, mais je pense que c'est un dégagisme. Non, mais comme le président de la République avait il a trop nationalisé le débat, en fait, c'est un rejet de sa personne total. Les gens, je suis persuadée, moi j'entends, ne veulent plus de ce président de la République. Donc c'est un rejet total de ce président de la République, et donc ça se retourne contre lui. On va avancer parce que... défile. Le 7 juillet à 20h, il y a une réelle possibilité que le RN ait la majorité relative, voire absolue. À quoi allez-vous penser à ce moment-là, si cela arrive, François Bonneau, si 7 juillet à 20h, le RN a le pouvoir? C'est un cataclysme, c'est clair. D'avoir une majorité. Alors tout dépendra aussi s'ils sont à 370 ou à 340. Ça aura son importance. Pardon, à 200. Oui, non, mais à 240 ou à 270, parce qu'effectivement, s'il leur manque une quinzaine de voix, peut-être qu'ils vont essayer d'obtenir cette majorité en essayant de prendre chez d'autres élus. Sinon, ils n'auront pas la majorité. Donc, soit on aura une situation de blocage, soit effectivement ils auront une majorité, et là c'est effectivement les extrêmes qui arrivent au pouvoir, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. C'est un délit politique, M. Souriceau. On a du mal à imaginer ce scénario qui pourtant est très très probable à cet instant. Beaucoup d'inquiétudes. D'abord, alors ça parle peu aux citoyens, mais les conséquences directes sur l'augmentation des taux d'intérêt, sur les investisseurs qui vont fuir. Il va y avoir un mouvement de rejet de la France qui va être assez fort et qui va déstabiliser le peu de confiance et de crédit parfois qu'on a pu acquérir au cours des 20 ou 30 dernières années. Je m'interroge en tant qu'ancien prof, comme beaucoup d'enseignants. Comment ça va se passer demain? Puisque fonctionnaires d'État, ils doivent obéir à l'État et appliquer les consignes de l'État. Et on rentre comment dans ce mode de fonctionnement-là face à une idéologie qui aujourd'hui s'est adoucie pour prendre le pouvoir, mais regardons en Pologne ou en Hongrie, on sait très bien ce qu'ils font ensuite de façon très insidieuse, progressive, modérée, mais de façon très déterminée sur les objectifs au final. Et après, en tant qu'élu local, toujours présent pour essayer de temporiser, d'accompagner, de garder cette cohésion sociale, parce que le principal risque aussi, c'est qu'il y ait des explosions qui peuvent vraiment déraper au soir du dimanche 7 juillet, je crois. Le 8, à partir du 8 aussi. Exactement. On va repasser au scrutin législatif français. Si je peux me permettre, en 2 secondes, la dissolution, elle n'est pas arrivée par hasard. Elle a été voulue par un homme qui est le président de la République. Tout le monde en a été estomaqué, y compris dans son propre camp. Et donc, aujourd'hui, elle a les conséquences qu'on connaît, et donc qui risquent d'être gravissimes. Donc, on verra si la majorité, elle est relative ou absolue. Ça me rappelle l'intérêt d'avoir 2 chambres, et le Sénat en particulier, dans lequel nous sommes 2 à siéger ici, où, je l'espère, j'en suis sûr même, le Sénat entrera en résistance dès lors qu'on devrait avoir une Assemblée nationale. Il n'y a aucun sénateur RN à Reconquête, je crois. Oui. Il y a 3 RN. Oui. Il y a 3 RN depuis 2023, depuis l'année dernière. Allez, on va revenir au législatif. Nicole, on s'est eu au téléphone dès le lundi 10 juin au matin, et donc dès le lendemain des européennes. Dès ce moment-là, vous appeliez à ce que la gauche charentaise, au minimum localement, s'unisse derrière des candidatures uniques. Je suppose que l'accord de Nouveau Front Populaire, intervenu donc le vendredi, 5 jours plus tard, doit vous satisfaire et que vous êtes la stratégie, quand bien même avant de connaître la réalité de l'accord, la stratégie c'est plutôt face au Rassemblement national pour être présent au 2e tour. Quand on sait qu'on a besoin de 12,5% des inscrits pour être au second tour, il vaut mieux se rassembler plutôt que de se disperser. On a vu la dernière fois ce que ça donnait. Donc l'idée de se rassembler, bien sûr, moi j'appelais au rassemblement pour battre le Rassemblement national. Donc ce rassemblement, d'ailleurs que le président de la République pensait impossible, et d'autres, enfin lui en particulier pensait impossible, s'est réalisé sous, j'allais dire, la surveillance de Raphaël Glucksmann, qui a fait un score tout à fait honorable aux européennes, et qui redonne de l'espoir à la gauche, donc, et qui ensuite, rassemblement donc, des forces de gauche, qui ont écrit un projet pour pouvoir gouverner ensemble, même si j'entends
que quelques critiques sont formalisées. Jean-Luc Mélenchon, vous n'avez pas d'état d'âme? Non, non, enfin moi je ne suis pas du tout mélenchoniste, je ne suis pas LFiste. Je considère que dans des situations comme celle-là, il faut bien évidemment rassembler les forces de progrès, à gauche en particulier, et pour mener un projet qui puisse répondre aux électeurs. On se rassemble 2 semaines et on s'engueule après, quitte à ce que ce soit... On s'engueule déjà. Hein. Ne serait-ce que localement. C'est... Dès le 10 juin, vous dites, prenez Pilato, il faut être derrière lui, il ne faut pas lui mettre de candidat en face. Dans ces jours qu'on suivi, Philippe Bouty, le président du département, n'a pas cessé de traiter Pilato d'extrémiste. Jean-François Doré le vilipende aussi régulièrement. Il y aura des cicatrices. Ça, c'est les travers de la politique. Je considère, parce que je connais la politique depuis un moment, que quand il y a un sortant, en général, la priorité est donnée au sortant, mis à part s'il a failli, etc. Le cas de M. Pilato, pour moi, était clair. Il était sortant, donc il était prioritaire. Ensuite, se posait la question sur les autres 2 circonscriptions. C'était donc un accord, encore une fois, électoral, avec certes, il y a un projet politique qui tient la route malgré ce qu'on peut en dire, confirmé par de nombreux économistes. Et ensuite, si cette gauche rassemblée, avec toutes ces différences, peut gagner, en tout cas si elle peut représenter une force pour battre le Rassemblement national, c'est une bonne chose. C'est compliqué de s'unir à gauche, c'est aussi compliqué de s'unir encore plus même à droite parmi les Républicains. Vous n'êtes pas encarté LR, François Bonneau, mais... Non, j'ai jamais été encarté nulle part d'ailleurs. Vous étiez présent à la candidature des LR en Charente en 2022. Oui, parce qu'il y avait un ticket avec les centristes. Hein. Ça vous inspire quoi ce qui se passe du côté de la droite? Ça m'inspire des inquiétudes, bien évidemment, par rapport au fait qu'il n'y a pas eu... Alors, globalement, majoritairement, quand même, il y a des alliances. On fait en sorte qu'il n'y ait pas de candidat par rapport à celui qui défend le Front républicain et les valeurs qui sont les nôtres, ces valeurs républicaines. En revanche, c'est vrai que je voudrais quand même revenir sur ce qui s'est passé à gauche, parce que qui est une union. Enfin, le programme qui a été proposé, il a été fait sous les fourches codines des LFI, et il est totalement délirant, notamment sur le plan financier. Non, et donc, si, alors là, je pourrais dire la retraite à 60 ans, c'est 50 milliards d'euros. Oui. Donc, ça a été validé par de nombreux donc, il est fait quand même pour effrayer beaucoup de républicains. Et c'est dommage que Raphaël Glucksmann qui fasse une campagne qui est plutôt social-démocrate, validé ce projet, avale des couleuvres comme ça et sur un programme qui sont totalement fous, hein, je le dis. Enfin, je pourrais le décliner parce que je le connais bien maintenant. Et quand il claque la porte des Républicains en disant non, il la claque pas, il essaie d'emmener tout le monde avec lui finalement. Il prend la porte pour dire allons avec le RN. Ciotti, oui, qu'est-ce que vous en dites de Ciotti qui rejoint le RN? François Bonneau, on sait que... Non, mais moi je... Il vous étranglez, je suppose. Mais bien sûr, je trouve que... Alice Clergeau, ex-collaboratrice de Gérard Larcher, bien sûr, que vous avez soutenu, dit oh ben moi une candidature RN-LR ça m'irait super sur la deuxième. Non mais c'est pas mieux. C'est lamentable, mais c'est lamentable. Jamais. D'ailleurs, je crois que voilà, au Sénat, tous les sénateurs de la majorité étaient vent debout par rapport à ce qui s'est fait. Enfin, je veux dire que M. Ciotti joue sa carte personnelle, mais surtout qu'il n'essaie pas d'embarquer justement des républicains qui sont des gens responsables et qui ne veulent surtout pas d'un accord avec le Front National par rapport à tout ce qu'il représente, à tout point de vue d'ailleurs. 7% la droite républicaine, c'est une alliance avec la majorité présidentielle recomposée. Oui, bien sûr. Mais moi, tenter de refaire de LR. Non, mais moi, je défends très clairement Gwenaël François sur la troisième, qui est un élu sérieux, courageux, humaniste, et qui défend les valeurs qui nous sont chères. Oui, il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense qu'une des conséquences aussi, c'est ce qu'on a vécu là. C'est-à-dire que on a besoin, dans le spectre républicain, du Parti communiste aux républicains. Il y a la pensée socialiste, elle existe. Dans le département où il y a eu Mitterrand, qui est né là, elle doit exister. Les années qu'on a passées depuis 7 ans avec le groupe LFI ont montré quand même une position extrême, dangereuse, avec un leader incontrôlé, qui est candidat pour être Premier ministre, et qui est, pour moi, d'une dangerosité extrême, le comportement à l'Assemblée. Enfin, je ne vais pas lister tout ce qui s'est passé. Raphaël Glucksmann a redonné espoir à ce peuple de gauche en disant « Ah, ça y est, on va pouvoir s'émanciper, se libérer de ce poids
Et je regrette vraiment qu'il n'y ait pas eu un rassemblement. Alors, l'ancienne gauche plurielle, ça fait, pour les jeunes, ça serait historique, mais qui rassemble les forces républicaines traditionnelles, des Verts, du PS et du Parti communiste, pour une force républicaine. Comme de l'autre côté, je me félicite quand même globalement que les républicains, les élus, ont très majoritairement tout de suite condamné cette alliance pour qu'on soit dans ce spectre-là. Parce qu'aujourd'hui, les électeurs, tout ça est confus. Plein de messages et tout le monde est co-responsable du RN qui s'est dédiabolisé. Du peuple de gauche, tous les deux, mais je voudrais que vous parliez aussi du peuple du centre de droite et dans les confusions, par exemple, donc François Bonneau, vous soutenez sans réserve Gwenaëlle François sur la troisième. Sur la deuxième, vous êtes au Modem, Jérôme Sourisseau, il y a Sandra Marceau qui a l'investiture de Ensemble, donc la majorité présidentielle. Mais il y a Didier Joby, avec qui vous avez très bien travaillé au département. Je pense que vous connaissez bien, il était encore votre vice-président au département aussi. Tout à fait. Mais qui a l'étiquette LR, avec Florence Pléjevy, avec qui vous siégez aussi. Entre les deux, vous roulez pour qui ? Clairement, moi j'ai soutenu la majorité présidentielle, je soutiens la candidate qui a été investie par la majorité présidentielle. Je m'étais positionné pour éventuellement avoir l'investiture, c'est Sandra qui l'a eu, bien entendu c'est notre candidate. Et quand on voit le contexte aujourd'hui, je peux vous être ravi de ne pas avoir eu l'investiture ? Oui et non, parce que je pense que cette deuxième circonscription va être difficile et je pense qu'il va y avoir besoin d'avoir bien sûr alors le score national qui sera ce qui sera dans le contexte dans lequel on est et peut-être une plus-value locale. Et le fait d'être engagé localement depuis de nombreuses années et d'essayer de faire bouger les choses, de faire bouger les lignes, peut peut-être parfois apporter quelques pourcents qui pourraient faire la différence. Donc, si je l'avais eu, je l'aurais été, j'aurais mené le combat jusqu'au bout, parce qu'en plus c'est un combat là pour l'honneur. Sur la troisième circonscription, Gwenaëlle François va le mener très bien. Il y a une candidate socialiste, on est dans un arc républicain, c'est une compétition républicaine, et celle-là, elle me va bien. Sur la première circonscription, c'est pas le cas. En parlant de Gwenaëlle François, on voit qu'il fait plutôt un très bon début de campagne. Il a même déjà su fédérer un peu autour de lui, notamment du monde agricole. Il postulait déjà en 2022. Le Modem a sorti de son chapeau une candidate un peu compliquée. Vous n'avez pas eu 2 ans de retard en fait pour investir Gwenaëlle François et c'est à mon avis. Vous considérez que vous avez aussi une responsabilité dans l'arrivée du RN comme député en Charente, vous collectivement. Question que je pose aussi à Nicole Bonnefoy parce que la gauche vous a été très fort en 2022 sur cette circo entre Jérôme Lambert et une militante de Haute-Vienne. Mais clairement, c'est une difficulté. Moi, je trouve que depuis la fin du cumul des mandats, globalement, et il y a toujours quelques exceptions, mais il y en a qui sont très implantés, parce qu'ils ont eu une vie locale très implantée avant, il y a, et ça se voit particulièrement à l'Assemblée, il y a 2 mondes. Il y a le monde parisien, qui est l'entre-soi toute la semaine, et même si il redescend les week-ends, etc. Et il y a à côté le monde des élus locaux. Sur les investitures, clairement, c'est le monde parisien qui décide. Et on a beau essayer d'influer en expliquant. On a 48 heures pour le faire. Et ben voilà. Et malheureusement, ce qui s'est passé en 2022 est un peu le fruit de ces accords nationaux légitimes et qui se traduisent localement parfois, pas toujours par les meilleurs choix. Je voudrais revenir 2 minutes, si c'est possible, sur ce qui a été dit précédemment en agitant le chiffon rouge sur le nouveau Front populaire avec Jean-Luc Mélenchon en particulier. Évidemment, le nouveau Front populaire, ce n'est pas le Rassemblement national. Qui a fait humer François Hollande. Ce que je veux dire... Et ce que je veux... Dans les circonscriptions, pardonnez-moi, mais dans les circonscriptions, c'est-à-dire dans le découpage qui a été fait, ce n'est pas LFI qui est majoritaire en circonscription, puisque si vous mettez le PS, les Verts et le PC en circonscription, c'est plus important que LFI. Donc de dire c'est Jean-Luc Mélenchon qui sera le Premier ministre, c'est faux. Et ensuite, de mettre les blocs contre blocs, et que ce soit le président de la République ou que ce soit ici, comme vous venez de le faire, c'est pas digne. Parce que c'est pas comme ça, en mettant les blocs contre blocs, qu'on construit une démocratie, en laissant croire que c'est au centre que les choses se font. D'ailleurs, on l'a vu avec la Macronie, jusqu'où les choses arrivent. Et rappelez quand même qu'il y a des pays où ce type de coalition du type Nouveau Front Populaire existe, c'est l'Espagne, par exemple, qui est à peu près du même type, et qui va bien, qui a fait nombre de réformes sociales pour les travailleurs, et qui a relevé le SMIC, etc. Donc, comme quoi c'est possible. C'est toujours on agite ce chiffon rouge quand la gauche est prête à revenir au pouvoir. On voit le bloc présidentiel lui-même tiraillé. Il y en a qui mettent un signe égal entre le Nouveau Front Populaire et le RN.
d'autres qui refusent. Il y a des tribunes, on voit une tribune, Agnès Pannier-Runacher, Clément Beaune qui disent on ne mettra jamais un Sénégal, on appelle un désistement des avant Bien premier sûr. tour. À l'inverse, on en a d'autres dans la majorité présidentielle, comme Gérald Darmanin ou d'autres qui eux mettent un signe égal. Vous êtes sur quelle position? Je dirais une position qui a évolué en fait à l'aune de ce qui a été constaté, notamment à l'Assemblée nationale, qui pour moi quelque chose d'impensable, que j'aurais jamais admis de ma classe, d'un comportement des députés de la République française de se comporter comme ça. Et des propos outranciers, je suis désolé Nicole, mais la tradition républicaine, c'est que le premier groupe propose, le Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon, l'a encore dit il y a quelques jours, et il a raison, c'est la règle. Alors peut-être après Mais il y aura des votes, etc. non, mais il ne sera pas Mais nécessairement il se le trouve que c'est premier la règle. groupe, puisqu'ils sont inférieurs en circonscription. Ils ont 229 Non, circonscriptions non, et c'est eux non, qui les ont non. choisis. Non, Donc, non, non. et c'est eux qui les ont choisis. Sur 317 circonscriptions au total, il y en a 175 PS, 92 Verts et 50 PC. Et 229 au LFI. Eh oui. Mais si, On est- si, non, vas-y. en nombre, Si, si. non, en Si, nombre, si. non, Si. non, Ah, non, c'est non, absolument pour pas. rassembler les trois autres groupes. Oui, en LFI. Ouais, ben voilà, Mais donc, non, mais non. Et les Et filles, donc, le premier groupe, LFI, c'est ce non, que dit non, Jérôme. c'est- absolument pas. Le PS, le PC et les Verts sont plus nombreux en nombre de circonscriptions Voilà. que LFI. Sauf que c'est 3 partis. Donc, lorsqu'il y aura à choisir un Premier ministre, s'il y a, c'est pas nécessairement LFI. Ça fait 228. Non, non, non. Ça en laisse beaucoup. Non, et c'est quand même une alliance aussi. Autant le comportement de Ciotti est inacceptable et doit être condamné au plus. Comme aujourd'hui d'avoir quelqu'un comme Poutou dans cette alliance. Oui, non, mais ça, Voilà, faut dire les choses telles qu'elles Mais sont. non, C'est je dis- regrettable. C'est quand Et- même. et puis- En 2017, Non, mais c'est- 2022, la gauche n'a pas eu d'état d'âme pour faire barrage au Rassemblement national, Tout à fait. au deuxième tour de la présidentielle. Est-ce que vous n'aurez pas d'état d'âme si vous devez vous retrouver dans vos circonscriptions avec un duel J'espère en tout cas qu'on n'aura pas ce genre de situation et qu'on aura toujours un candidat de l'arc républicain face au Rassemblement national. Je le souhaite de tout cœur et pour l'instant j'y mets toute mon énergie. Et le soir du premier tour, il faudra prendre ses responsabilités, je les prendrai comme tout le monde. Voilà, et de toute façon, dans la troisième, il y aura au deuxième tour un candidat de l'arc républicain qu'il faudra soutenir. Moi, je suis quand même Et très si gêné c'est- des et si positions c'est- de Jean-Luc Mélenchon et si c'est sur une l'antisémitisme. candidate sur- Nouveau Front Populaire, vous Ouais. faites quoi? C'est mais très c'est clair. la troisième facteur. C'est très clair. Je considère que Virginie Leroy. Mais non, mais vous venez de me C'est dire plus que c'est pas après, c'est que plus compliqué. c'est vous Non, diaboliser non, parce qu'il y a la Mélenchon. question ne se Non. pose pas entre un LFI Bon, bah, et alors, là, voilà. ça se pose entre... Donc- voilà. Donc là- Pour la deuxième, on verra dimanche soir, en résumé. Oui, mais bon, moi, bien sûr aussi, nous, là-dessus, on ne tergiverse pas sur nos valeurs, on l'a déjà fait, donc c'est Front Quitte à se républicain. désister en faveur d'un candidat de la majorité présidentielle si on arrive troisième. Ah bah bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais compte C'est tenu... barrage au Rassemblement national. Oui, mais a pas photo. Il y a eu tellement d'animosité, de propos, de pics, de blessures ces dernières semaines. Et est-ce qu'il vaut mieux un candidat de la majorité présidentielle ou un candidat LFI au deuxième tour, pour le succès, pour une circonscription pour la Charente, pour l'avenir. Imaginez peut-être le troisième. Sur la première circonscription, par exemple. Vous désisterez pour le troisième? Non, Ouais. sur la première circonscription, imaginons. moi, Voilà. Je ne connais pas les candidats Alors, sur la peut-être première. on verra dimanche soir. Mis à part la zone nord. Si, sur la C'est la première, vous troisième. avez bien dit que Ah oui, oui, soutenir Pilato. René Pilato, Oui, bien sûr. depuis le début. Donc, Oui, oui, ça, oui, nous, c'est on est clair. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'être venu et ce débat vivant. On va vous laisser à vos occupations. Quant à nous, on se retrouvera dimanche soir à partir de 20h30 pour débriefer cette journée d'élection et faire une soirée électorale avec la quasi-totalité des candidats qui passeront au studio de Charente Libre. À dimanche soir. Merci. Merci à vous.